Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce troisième Twitch dédié à l'IA. Salut Maël, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Super. Aujourd'hui, je suis à Rennes, je ne quitte pas la Bretagne. Quand je fais de l'IA, je suis soit à Brest, soit à Rennes. Je ne dirais pas sur le... Est-ce que Rennes, c'est en Bretagne ou pas? C'est trop complexe. Sujet complexe. Ouais. Donc, ravi de vous retrouver. Avant la petite pause estivale, j'y reviendrai en fin de live. Donc aujourd'hui, avec Maël, on va vous parler essentiellement d'un produit AI Apps qui va peut-être changer un peu de nom dans les mois qui viennent, on en reparlera certainement, qui va nous permettre de construire une application. On a vu comment, en fait, pas construire, pardon, déployer et lancer une application. On a vu comment on la construisait, comment on faisait l'apprentissage avec Eléa il y a quelques semaines. Là, maintenant, on va voir vraiment si on veut déployer et rendre accessible une application. Donc, on va faire un front, on va faire un back. Et puis, on s'est dit qu'on allait partir certainement d'un sujet un peu sympa, qui est d'Alimini, que certaines et certains d'entre vous ont dû entendre parler, parce que ça fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux notamment, où on peut, moi je dis, apprendre à dessiner. En tout cas, on génère des trucs plutôt sympas. Mais avant de commencer, Maël, qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu chez OVH Cloud? Ouais, donc Maël Legal, moi je suis donc développeur et puis machine learning engineer au sein de l'équipe Core AI, donc chez OVH Cloud depuis maintenant à peu près 5 ans, moins de 5 ans. Et du coup, dans cette équipe-là, on est responsable de la conception, du développement et puis du maintien en condition opérationnelle de la plateforme AI, donc pour tout ce qui touche à nos produits liés à l'intelligence artificielle, à savoir certains que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans les Twitch précédents, AI Training, AI Notebook et le produit dont on va parler aujourd'hui qui est AI Apps. Ok, super. J'en profite pour dire que dans l'équipe, ça recrute plutôt des profils typés SRE. Alors, il y a infra ou dev avec Go Rust. Donc, justement, j'en profite de parler de Rust. Avant de commencer la démo, comme tu vas principalement utiliser la CLI. Ce sera focalisé CLI, ouais. Voilà. Et pour une bonne raison, c'est que tu as fortement participé au développement de cette CLI. Donc, je voulais voir un peu avec toi d'où elle vient, pourquoi on l'a fait en Rust, juste rapidement. On l'a un peu utilisé avec Eléa, mais on n'est pas rentré dans le détail. Et donc, du coup, comme toi, tu as participé activement au développement, c'est un peu l'idée. J'en profite pour rappeler qu'on a un superbe cheat sheet sur cette CLI. Donc, pendant que Maël l'utilisera, vous pourrez la retrouver sur un des liens qu'on vous mettra dans le chat. Donc, cette CLI, en fait, pourquoi vous l'avez créée et pourquoi vous l'avez fait en Rust à l'époque? Ouais, donc on va revenir un peu au tout début de la jeunesse du projet. En fait, quand on a commencé à développer ce projet-là, on avait dans l'objectif justement de fournir des services en intelligence artificielle, mais au final, avant de pouvoir fournir ces services-là, ce qu'il nous fallait surtout, c'était un service qui aurait pu s'apparenter à ce qu'on pourrait appeler un container as a service, pour ceux qui connaissent un peu. Et du coup, dans le domaine du container as a service, on va principalement retrouver des technologies comme Docker ou Kubernetes. Et en fait, sur ces deux technologies-là, sur les deux, on a un CLI. Les deux CLI permettent de faire à peu près la même chose. Bon, bien sûr, à des échelles différentes, puisque sur Docker, on est au niveau de notre machine en local, alors que sur Kubernetes, on va pouvoir déployer des pods sur des clusters qui peuvent contenir plusieurs centaines de machines. Mais voilà, nous, l'idée à la base initiale, c'était vraiment de pouvoir proposer un service un peu similaire pour que les utilisateurs puissent déployer leur application dans le cloud. Et du coup, en fait, l'idée d'un CLI, ça tombait un peu sous le sens parce que pour faire comme les autres, pour que les utilisateurs ne soient pas perdus, parce qu'il y avait aussi une notion de il faudrait qu'un utilisateur qui connaisse le Docker CLI, par exemple, ne soit pas perdu en utilisant notre CLI à nous. Du coup, c'était principalement la raison pour laquelle il nous fallait un CLI. Et on retrouve la même logique, tu l'as dit, c'est qu'on part d'une action avec des verbes derrière ou un verbe avec des actions derrière, et on construit en fait, entre guillemets, sa requête pour après agir sur ce que l'on veut. C'est ça, on va venir manipuler des verbes ou des objets dans le CLI pour pouvoir identifier les actions qu'on veut réaliser. Donc ça, c'était pour répondre à ta première question sur pourquoi le CLI. Maintenant, pourquoi Rust? Eh ben, en fait, la réponse, elle est toute simple, c'est parce qu'on avait envie. Et une bonne réponse. Voilà. Et en fait, si je veux un peu m'étendre sur le sujet, donc c'est vrai que chez OVH, on a plutôt l'habitude de faire du Go. Et donc, en ce qui concerne vraiment l'API qui nous permet de fournir le service, ça, il n'y avait pas de débat là-dessus. Il fallait qu'on reste dans ce qu'on savait faire, donc on est resté dans du Golang. Et par contre, quand il s'agissait de la CLI, on était un peu plus en mode, on commençait à entendre parler de Rust.
Plusieurs personnes dans l'équipe s'étaient un peu intéressées au langage et puis on avait fait sur des projets personnels et on était tous un peu intéressés par le sujet. On voyait bien les performances du langage et on se disait au final une CLI c'est pas non plus un composant ultra critique dans une architecture. Pour tester une techno, c'était plutôt bien. Et donc c'est peut-être le bon moment en fait pour rentrer dans techno qui s'annonce quand même prometteuse, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, dans l'équipe, maintenant qu'on a on a 2 ans de recul dessus, je pense qu'on est tous très satisfaits et on fera pas marche arrière. Ouais. Ok, donc voilà pourquoi. Après, c'est assez classique. La CLI, elle se base sur, comme tu parlais, des API backend. En fait, c'est une sorte d'encapsulation en mode console des API. Donc ça, c'est assez classique. Et ça rend de super services, que ce soit pour dev tous les jours, mais on peut l'imaginer aussi dans une chaîne un peu plus complexe de CI, par exemple, où on va pouvoir facilement le mettre dans des jobs qui peuvent automatiser certaines actions. Donc ça, c'est ça, ouais. C'est vrai que j'ai oublié de donner cet argument, mais en effet, le fait de pouvoir intégrer ces jobs ou ces apps, par exemple, dans des chaînes de CI, c'est vrai que c'était un must-have. Ouais, c'est super cool. Et pour avoir joué avec, en toute honnêteté, c'est plutôt intuitif. Comme tout ce qu'on va dire aujourd'hui, alors la CLI n'est pas encore open source. De mémoire, on y travaille. On a déjà toutes les actions qui sont bien positionnées. Il faut trouver un peu de bande passante pour le faire. C'est ça. C'est juste une question de priorisation. Pas plus tard qu'hier, on a justement évalué le temps que nous prendrait chacune des tâches prises unitairement pour pouvoir open sourcer la CLI. Donc, ça arrive. On n'est pas encore capable de vous donner de date, mais voilà, ça va être en fonction de la priorisation qui est donnée sur ces tâches. Donc ça, c'est super. Donc, on comptera sur vous quand ce sera en open source. J'en profite pour rappeler le Discord. J'en reparlerai encore et encore durant le Twitch, mais n'hésitez pas sur le Discord à faire des retours sur la CLI. Je pense que Maël et les autres personnes de l'équipe Core seront hyper preneuses d'avoir des retours. Donc, utilisez-la, remontez des petits trucs qui vous semblent peut-être améliorables. Si vous adorez, dites-le aussi. C'est toujours ça, plutôt que juste de dire ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, voilà. L'idée avec Maël, qu'on voulait vraiment vous parler 5 minutes de la CLI parce que j'en profitais qu'il était là et qu'il la connaît parfaitement pour avoir activement développé. Et puis, comme il va l'utiliser, ça nous semblait bien de rappeler un peu l'historique. Du coup, si ça te va, on va passer sur la partie pour laquelle on est là aujourd'hui. Du coup, essentiellement une démo donc de notre produit AI Apps et autour de ce que je disais en introduction, ce qui fait vraiment le buzz en ce moment dans le monde de l'IA, c'est-à-dire le modèle DALL-E et plus particulièrement, nous, la partie DALL-E Mini. Et en fait, ce qu'on va vous présenter, enfin surtout Maël, c'est surtout lui qui a travaillé, c'est un peu pourquoi il en est arrivé là. L'idée, c'est pourquoi choisir ce modèle-là et comment il a construit au final son back-end et son front-end. On verra que du coup, c'est 2 approches différentes. Il y a une partie qui est plutôt orientée Docker, où tu as réutilisé des choses existantes que tu as customisées pour que ça passe bien chez OVH pour de bonnes raisons. Et la partie front-end, on va retrouver un peu ce qu'avait fait Léa avec un front avec le framework qui est assez habituel dans le monde de la data science et de l'IA. Je te passe la main et effectivement, avant, j'en ai oublié d'en parler, n'hésitez pas, on va vous publier un voucher de 250 €. Tout ce que fait Maël aujourd'hui va être dispo et est déjà dispo sur le GitHub habituel et on vous remettra le lien des sources. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce voucher, le déclarer et jouer avec tout ce que fait Maël et les autres produits, bien sûr, que vous pouvez refaire les démos qu'on avait faites avec Léa. Ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas, jouez avec. Et faites-nous des retours sur le Discord. N'hésitez vraiment pas à nous faire des retours sur ce qui vous a plu, moins plu, ce que vous voudriez voir arriver. On essaye vraiment de prendre ça en compte. Et l'équipe IA sur le Discord est hyper active pour vous répondre et essayer que tout se passe au mieux. Je te passe la main, du coup, pour un peu commencer. Voilà, pourquoi on en est arrivé là au final, aujourd'hui. Ouais. Déjà, on peut commencer par dire que donc il y a un peu plus d'1 mois, on a sorti un nouveau service qui s'appelle donc AI Apps, qui nous permet donc de déployer des applications dans le cloud. Pour ceux qui ont suivi les Twitch précédents, vous allez voir qu'en fait, ça ressemble très fortement à ce qui existe déjà sur la partie AI Job, à la seule différence que là, on va se permettre de redémarrer indéfiniment votre application si jamais il lui arrive un petit pépin pour une raison X ou Y, si votre service sort avec un code d'erreur qui n'était pas prévu, on va se permettre de redémarrer votre application ailleurs. Donc, c'était l'objectif de App.
Et l'idée, c'était on présente un Twitch avec ce qu'on peut avec App. Donc, il y a à peu près 2 semaines, Stéphane est venu me voir et il m'a dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait pas de faire un Twitch sur le sujet? C'est large. Qui est large, ouais, c'est ça. Donc, je me suis dit, ouais, pas de problème. Par contre, à l'époque, j'avais vraiment aucun support, dessus. Hein. J'ai aidé à développer le service avec l'équipe qui m'entoure, mais j'avais encore aucun support de présentation. Et du coup, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on peut présenter, qui fasse sens, qui soit ludique, qu'est-ce qui peut intéresser les gens. Et du coup, au même moment, en fait, je suivais un peu des sujets Reddit sur la génération d'images et puis les modèles d'intelligence artificielle. Et du coup, je suis tombé sur un subreddit qui s'appelle donc Weird Ali. On va vous partager mon écran, mais je suis dessus là actuellement. Et en fait, sur ce channel Reddit là, vous pouvez voir justement des exemples des personnes qui ont écrit une phrase en anglais et un modèle d'intelligence artificielle appelé DALL-E Mini a généré en fait une série d'images correspondantes à la phrase que les gens avaient rentrée. Donc là, en l'occurrence, le but justement aussi de ce channel Reddit là, c'est comme c'est Weird DALL-E, c'est un peu de présenter les résultats marrants, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc là, en l'occurrence, c'est un dépôt de brevet de la tête de Dwayne Johnson. Que vous pouvez voir ici. On peut en dérouler plusieurs, mais là, c'est quelqu'un qui a demandé un exemple de dents en jean de Nîmes. Un vélociraptor avec en costume cravate et avec un chapeau melon. Enfin voilà, ce genre de choses. Un grille-pain content qui passe du bon temps dans son bain à bulles. Bon, voilà. Donc là, juste pour parce que du coup, moi, je suis très débutant, et donc du coup, je t'ai posé plein de questions. On est sur de la génération et pas de la récupération d'images existantes sur Internet. En gros, je requête pas Google Images en me disant file-moi un grille-pain dans un bain et qu'un peu de chance, je vais trouver un grille-pain dans un bain. On est vraiment sur j'analyse la phrase et je génère un truc derrière. C'est ça. Là, les images qui sont générées, elles sont générées à partir de rien. En tout cas, c'est le modèle qui les génère. Alors après, par contre, je faisais la parenté avec Google Images. Ce qu'on peut supposer, par contre, c'est que le modèle qui a été entraîné, il se soit servi de la base de données gigantesque qui soit à Google Images pour apprendre lui-même et pour pouvoir nous servir ce genre d'image. On en discutait un peu en aparté avant le live. On est sur d'un modèle qui apprend, donc il faut bien qu'il apprenne à partir de quelque chose. C'est ça. Il n'y a pas de magie là-dessus. Donc, vous suivez un peu ce sujet-là et je me suis dit, ça, c'est un super cas d'usage que je pourrais vous présenter. Encore faut-il que j'y arrive, mais bon, a priori, il n'y avait rien d'infaisable. Donc, je me suis un peu penché sur le sujet. Alors, avant de vous parler de la suite, je suis obligé de faire un petit détour. Donc, actuellement, le modèle, tout le monde peut l'essayer sur une URL qui s'appelle Crayon. Alors, vous allez me demander, au début, je vous ai parlé DALL-E Mini, maintenant Crayon, pourquoi tout ça? En fait, c'est pour ça que je suis obligé de vous expliquer ça. C'est que, de base, le modèle DALL-E, en fait, c'est un modèle propriétaire qui a été développé par OpenAI, qui est une société spécialisée justement dans l'intelligence artificielle de manière générale. Ils ne font pas que de la génération d'images, mais en tout cas, c'est un de leurs cas d'usage. Et c'est vrai, quand on va sur leur site, ils présentent leurs résultats et ça vendait un peu du rêve. Et apparemment, en tout cas, ceux qui ont eu accès à leur bêta fermée étaient assez impressionnés de ce que le modèle était capable de faire. Et donc, en fait, le but de ce modèle-là, comme je l'expliquais, c'était juste de prendre une phrase en entrée et d'en générer une image en sortie. Mais le problème, c'était que ce modèle-là, il était propriétaire et fermé et pas accessible, en tout cas pas accessible à ceux qui n'avaient pas les autorisations. Donc la communauté s'est dit, ça serait quand même dommage. Ce serait quand même dommage, voilà, on va essayer de faire la même chose, mais en mode open source. Et voilà, donc il y a un modèle open source qui est sorti. Au début, la personne qui a développé ça, en tout cas le groupe de personnes qui a développé ça, a choisi de l'appeler DALL-E Mini pour que ce soit cohérent avec ce que la plupart des gens connaissaient. Bon, justement dans la section de Are you related to DALL-E Mini? Donc, la réponse est oui. Il vous explique pourquoi et pourquoi vous avez changé de nom. Et là, il explique que OpenAI n'était pas forcément très au courant qu'un modèle open source allait tenter de s'affilier à eux. Donc, ils ont choisi de changer de nom et de se renommer Crayon. C'est compréhensible. Voilà, c'est compréhensible. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans mes recherches initiales, il a fallu que je commence à chercher justement Crayon, DALL-E Mini.
je suis finalement tombé donc voilà sur un repo donc GitHub qui s'appelle Boris Daima DALL-E Mini, et donc c'est le repo du groupe de personnes qui a développé le modèle open source. Et partant de là, je me suis dit bon allez, comment je peux déployer une app qui montre les possibilités du modèle. En fait, l'idée c'était vraiment de reproposer ce que Crayon propose déjà, mais à la mode OVH, afin que ce modèle-là il soit déployé sur nos infrastructures à nous et sur nos GPU. Et j'ai commencé à fouiller. Bon, mes premières fouilles, elles n'étaient pas très pertinentes parce que je voyais qu'il y avait des notebooks justement en rapport avec le DALL-E Mini, mais bon, la partie notebook, on vous l'a déjà présenté la semaine dernière, la semaine avant, ça aurait fait un peu redite. Donc, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Et en continuant à fouiller un peu plus, donc je suis tombé sur un deuxième projet, donc en plus qui est indiqué ici dans les descriptions, qui s'appelle donc le DALL-E Playground. Et en fait, qu'est-ce que fait ce projet-là? En fait, il a repris tout ce que faisait le projet d'avant, le DALL-E Mini, et sauf qu'il l'a mis sous forme d'une API et d'un front-end. Il y a une petite vidéo de ce que le modèle fait, mais au final, c'est exactement la même chose que ce que Crayon. On lui rentre une phrase et à la fin, le modèle génère des images. Donc, je me suis dit, ça me semble pas mal. Il me reste plus qu'à investiguer et à comprendre comment je peux déployer ça sur les infrastructures d'OVH. Et en allant fouiller dans la partie back-end, je suis tombé sur un Dockerfile. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, c'est quasiment gagné. Il me reste plus qu'à modifier ce Dockerfile-là pour pouvoir le mettre, on va dire, le rendre compatible avec le service qu'on vous propose. Oui, ça sentait bon parce que comme nous, de toute façon, comme tu l'as dit, on fait du conteneur as a service. En fait, l'idéal, c'est d'avoir un Dockerfile qui est déjà fait. C'est ça. Donc là, j'avais quasiment tout. Le seul petit delta, en fait, et on va en parler à l'instant, c'est qu'il y a quelques petites spécificités à faire sur ce Dockerfile pour que ça puisse fonctionner chez nous. Et c'est notamment... Je vais juste faire une pause 2 secondes. Oui. Je crois qu'il faut qu'on fasse une pause technique de connexion, c'est ça? Donc l'idée, c'est quoi? C'est faire une petite pause de 2 minutes. On fait une pause de 2 minutes. On revient, ne bougez pas. Stay tuned, comme on dit aux États-Unis. Et nous revoilà, cascade technique réussie. Bravo à Olivier Spielberg. Donc, je t'ai coupé, tu étais sur la partie Dockerfile. Expliquer qu'on allait customiser, pourquoi on allait customiser. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, le Dockerfile qui était disponible par défaut sur le repository GitHub qu'on a vu, en fait, donc c'est un Dockerfile assez générique qui vous permet de déployer une image Docker de manière locale. Nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre infrastructure, donc sur le service qu'on vous propose, le service, il est mutualisé entre tous nos utilisateurs. Et du coup, on avait des considérations de sécurité en fait à réfléchir avant de pouvoir fournir le service. Et un des choses qui nous embêtait fortement, c'était que que les utilisateurs puissent lancer les images en mode root sur les conteneurs. Ouais.
Et c'est pour ça qu'en fait, si vous lancez la plupart des images Docker que vous allez trouver sur Internet, eh ben, elles ne sont pas du tout faites pour ne pas être lancées en mode root, ce qui est le cas de celle que je viens de vous présenter. Et donc, du coup, il a fallu faire des petites modifications de notre côté pour pouvoir justement autoriser ce mode non-root, à savoir utiliser un utilisateur dédié qui est l'utilisateur 42.42.0 d'OVH. Donc là, j'ai juste cloné en fait le repository GitHub chez moi. Ah, en me reconnectant, j'ai peut-être perdu la connexion au serveur. Je n'ai plus l'impression. Forcément, c'est l'effet démo. Ouais, ça va bien se passer. Donc, je recommence. Je me Ouais, je me replace dans le dossier Dali Playground. Donc là, voilà, c'est le répertoire que j'ai cloné. Je vais me mettre dans le répertoire backend. Et là, j'ai moi-même écrit un fichier Dockerfile qui est donc spécifique à OVH. Et si je vous montre le contenu, en fait, vous allez retrouver exactement les mêmes éléments que sur le Dockerfile qui est public sur les GitHub. On part vraiment de la même image, on expose le même port. En fait, la seule différence, la différence principale, c'est cette partie-là, qui est qu'en fait, je change les droits sur le répertoire home du projet, à savoir /workspace, et j'ajoute l'utilisateur qui est l'utilisateur OVH, qui est le 42.42.0, puisqu'en fait, ce sera avec cet utilisateur-là qu'on va lancer vos conteneurs sur notre infrastructure. Après, de toute façon, c'est carrément une bonne pratique, de toute façon, dans le monde de la conteneurisation. C'est ça. C'est pas non plus ultra choquant. C'est ça. Donc, partant de là, il ne me restait plus qu'à compiler ce Docker-là. Ah oui, il faut que je parle de ça avant. Le principe, c'est donc qu'on compile une image Docker, qu'on la pousse sur un registry distant pour qu'ensuite, nous, sur nos infrastructures, on soit capable de télécharger cette image de votre registry et de pouvoir la lancer chez nous. Alors, pour faire ça, en fait, il y a plusieurs moyens. On peut notamment venir avec son propre registry. Privé, public, chez OVH. Chez OVH, mais c'est mieux que si c'est chez OVH. C'est ça. Donc, soit vous pouvez, vous venez avec votre registry et vous l'ajoutez dans notre outil. Il y a des commandes très simples, mais qui permettent de faire donc OVH AI registry list pour voir les registries qu'on a enregistrés. Et on a aussi la commande. Toutes les commandes, on peut les suffixer par -help pour voir ce qu'on peut faire. Mais par exemple, on a une commande registry add qui nous permet d'enregistrer un nouveau registry. Donc, en fait, vous pouvez passer par là. Pour vos besoins de tests potentiels et pour vous amuser, en fait, on met à disposition de tout le monde un registry qu'on appelle shared. Vous pouvez vous loguer sur ce registry à l'aide des commandes Docker login sur le registry. Et en fait, vous pouvez pousser vos images sur ce registry-là et les tester chez nous. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas déployer vos images de production sur ce registry-là, parce que comme c'est un registry qui est partagé pour toute notre infrastructure, de temps en temps, on se permet de faire un peu de ménage dessus et de ne pas conserver des images. J'en profite, tu parles de pas de prod dessus, ce qui est vrai, pas de prod sur ce type de registry. AI Apps est en alpha, il fonctionne, c'est pareil, évitez de baser toute votre prod tout de suite maintenant parce que il va évoluer, on va corriger des choses, on va améliorer des choses. Donc, faites-le plutôt. Par contre, essayez-le massivement, encore une fois, et faites-nous des retours dans le Discord. Mais voilà, quand tu parles de pas prod, est-ce que tu as moyen de virer ta petite fenêtre, là, de minimiser là, celle-ci et du coup de revenir sur ton terminal. Ouais, super. Je te laisse du coup continuer. Donc, je reprends. Le Dockerfile donc, a été modifié. J'ai l'adresse de ma registry privée qui a été rajoutée ici. Donc, j'indique en fait que le nom de mon image sera composé du nom de la registry suivi d'un nom un peu arbitraire que j'ai choisi moi-même. Donc, j'ai choisi de l'appeler MLG Playground. Donc, en fait, je compile l'image. Bon, bien évidemment, les étapes, je les ai fait un peu en amont pour vous éviter les temps de compilation. Et derrière, pareil, je pousse mon image sur cette même registry-là afin de pouvoir récupérer l'image de notre côté. Pour pouvoir être utilisé. Là, on est vraiment sur du Docker classique, pour le coup. C'est ça, c'est des commandes Docker que je vous ai
que je vous ai montré. C'est vrai que je n'ai pas parlé, mais là, j'ai fait juste un Docker build pour la première commande et un Docker push pour la seconde. Là, je pense à ça, mais c'est vrai que vu que j'ai redémarré mon terminal, peut-être qu'on ne voit pas très bien mon terminal. Je vais zoomer un petit peu. Je vais te faire un petit clear. Ouais. Hop. Donc là, j'ai mon image donc, qui a été poussée sur la registry. Maintenant, je vais vous montrer donc, comment je déploie mon image sur notre service. Donc, tu copies-colles et tu vas expliquer. Ce qui est super intéressant, on en avait parlé avec Eléa, mais là, on était parti avec Eléa d'une image qu'on fournit, nous, sur notre interface. Là, ce qu'on voit vraiment avec App, c'est qu'on part d'une image à nous, en fait. Alors, tu es parti d'un Dockerfile existant, mais au final, on s'en fiche. On a créé un Dockerfile, on a buildé l'image, on la push, et là, on part d'une image qui est non OVH, et donc on peut vraiment déployer tout n'importe quoi. C'est ça qui est super intéressant, quoi, notamment avec l'appli après derrière. C'est ça. En fait, ce qu'il faut garder en tête, encore une fois, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est que notre service, il vise principalement ceux qui font de l'AI, ceux qui font de l'intelligence artificielle, parce qu'on permet justement de déployer sur des infrastructures GPU. Mais au final, si on simplifie d'un point de vue en fait purement technique, on propose du conteneur as a service. En fait, la spécificité, c'est juste que les conteneurs ne tourneront pas sur des machines qui possèdent seulement des CPU, mais on vous permettra également d'utiliser les GPU à disposition. Donc, je vous ai copié la commande en fait qui permet de lancer l'app. Donc, on a un classique OVHai app run. Et ensuite, je vais essayer de vous décrire tous les paramètres. Bon, bien sûr, l'avant-dernier paramètre, c'est l'image que j'ai choisi moi-même de pousser sur ma registry. Hein. Et le dernier paramètre, c'est la commande à lancer à l'intérieur de mon app. Donc là, vous pouvez voir que j'ai repris exactement l'exemple qu'il y avait hein, sur le Dockerfile, mais je demande juste... c'est une API Flask en Python qui a été écrite derrière. Donc, en fait, on lance l'API Flask, on lui dit de démarrer sur le port 8080. Modèle version, en fait, il y a trois versions du modèle DALL-E Mini, une vraiment mini, une méga et une méga full. De ce que j'ai lu, la version mini est quand même déjà très bien. Mais bon, je me suis dit, on a peur de rien. Voilà, on a peur de rien. On choisit l'image max et puis on vous la déploie. Et ensuite, pour les besoins de la démo, ça c'est pareil, j'étais pas du tout obligé de faire ça, mais j'ai choisi de mettre le paramètre save to disk true et output dir /output pour que quand je vais générer des images, ces images elles soient sauvegardées sur mon disque. Et en plus, j'ai choisi de brancher un volume exactement sur ce /output là, un volume que j'ai mis en mode cache. Et en fait, du coup, ça, vous allez voir, mais ça va me permettre derrière de pouvoir démarrer un notebook sur ce même volume. Et puis, quand on vous donnera l'URL en fin de live Twitch, on pourra voir en live en fait tout ce que vous générez en appelant notre API. Avec Maël, on est conscient hein, que à partir du moment là, on parle de pods qui vont être sur un Kubernetes, qui vont potentiellement scaler. Tu vas en parler juste après. Le coup d'écrire dans un file system en commun, on est clair qu'on n'est pas sur une architecture type ce qu'il faut faire. C'est vraiment pour l'exemple, c'est parce que c'est fun. Et donc, du coup, voilà, il faudrait imaginer certainement, si on voulait persister des choses, le faire de manière un peu plus intelligente que d'aller écrire tous au même endroit à un instant T, qui pourrait poser quelques problèmes au final. Mais voilà, c'était vraiment pour la démo. Ton intervention elle est parfaite parce que ça me permet justement de parler du paramètre fix scale. C'est que, en fait, le principe d'une app, donc quand vous développez un Dockerfile, en fait, c'est que votre app, elle soit ce qu'on appelle stateless ou sans état. Donc, à savoir qu'elle puisse s'arrêter de manière assez impromptue et être redémarrée sans que ça pose aucun souci, en fait. Et même l'idée, c'est qu'elle puisse être redémarrée. En fait, elle peut être redémarrée pas forcément à l'endroit où à laquelle elle s'est finie, en fait. Ça peut être redémarré sur un autre nœud de notre cluster, ça peut être redémarré vraiment ailleurs. Et voilà, l'idée, c'est qu'elle soit vraiment sans état. Et quand on lui passe donc le paramètre fixed scale que vous voyez ici, c'est tout simplement l'air de dire je veux que mon app elle soit déployée avec tant de réplicas, donc à savoir 4 réplicas là dans le cas que j'ai choisi. Et on vous montrera après, mais ensuite, quand vous viendrez faire des appels HTTP sur notre app, en fait, tous ces appels HTTP là, ils seront load balancés entre tous les réplicas qu'on a choisi de déployer. J'indique forcément le nombre de GPU que je veux pour. Donc, c'est GPU par réplica ou les 4 réplicas se partagent les 2 GPU? Non, c'est GPU par réplica. On est bien là.
C'est ça. Donc là, en fait, je vais vous déployer une app qui possédera donc 4 réplicas et chaque réplica aura chacun 2 GPU. Donc, si je compte bien, 8 GPU, on va être bien. C'est ça. On peut prendre du Alors, méga modèle. on est bien. Après, je sais même pas combien vous êtes sur le live Twitch en ce moment, mais c'est pareil. Mine de rien, les systèmes de génération d'images, c'est quand même, coûteux en GPU. D'autant plus que je vous ai mis le modèle méga full. Le mini, c'est vrai qu'il répond assez rapidement. Le méga full, il met quand même quelques secondes. Donc, on verra, mais voilà. Au moins, on a mis ce qu'il fallait. Je continue dans ma description des paramètres. Le paramètre PropPass, en fait, c'est tout simplement pour que nous, on sache quand est-ce que votre API, elle sera disponible, en fait, parce que le conteneur va démarrer, mais en fait, la personne qui a développé l'API, la première étape qu'elle fait dans sa création d'API, c'est qu'elle vient télécharger le modèle depuis Internet. Donc, en fait, ça prend un petit peu de temps avant que l'app soit vraiment disponible, en fait, et qu'on puisse lui envoyer des requêtes. Et donc, en fait, le PropPass, c'est juste pour dire, en appelant l'URL de l'app sur le pass /, j'ai l'équivalent d'un else check. Et quand mon else check répond, c'est que je sais que mon app a été déployée. En fait, on voit bien ce que tu expliquais tout à l'heure dans la création de la CLI, qui était un monde de merge entre la partie Docker et la partie Kubernetes. On reconnaît quand même les choses qu'on a l'habitude de voir et dans Docker et dans Kubernetes. Et en fait, du coup, avec ça, en une commande, avec une seule CLI, on arrive à peaufiner un peu tous nos paramètres. C'est ça. Qui vont bien. Okay. Et le dernier paramètre qui est le unsecure HTTP. Alors celui-là, peut-être qu'on le renommera. Le choix du nom est peut-être pas forcément judicieux. En fait, la seule chose qu'on indique en mettant ce paramètre-là, c'est que votre app, elle sera disponible publiquement, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'une authentification pour pouvoir l'appeler. Là, le but de la démo, c'est qu'à la fin, justement, on puisse vous partager l'URL, donc c'est que tout le monde puisse y accéder. Donc, que je mette unsecure HTTP. Si jamais j'avais pas mis ce paramètre-là, en fait, au moment où vous auriez essayé d'aller sur l'app, vous seriez fait rediriger sur une URL d'authentification et il aurait fallu vous loguer avec les mêmes identifiants avec lesquels vous avez utilisé pour le CLI. Ah, forcément, qu'est-ce qui me... Je vais recopier. Faut te reconnaître, je pense, non ? Hop, on recommence. Voilà, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je vous ai recopié la. Il y avait des chevrons. Ah, c'est peut-être ça. Je vous ai recopié la commande. Donc là, voilà, l'app s'est mis en queued. On voit que l'app est scaling. Je suis désolé pour ma taille d'écran. C'est vrai qu'on a l'information qui est censée être en table qui se compresse un petit peu. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, pour l'instant, on a 0 réplica de disponible sur les 4. Donc, il faut attendre que ça se lance. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que vu que l'image de base, c'est une NVIDIA CUDA, je crois qu'il y a déjà environ 10 gigas juste pour l'image de base, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc là, en fait, c'est soit on fait des claquettes. Soit on fait des claquettes, soit je peux montrer le build du front-end, parce que là, je vous ai montré le build du back-end, donc de l'API que je vais déployer, mais je peux vous enchaîner avec. On ne va pas demander l'avis aux gens, parce que je sais ce qu'ils vont répondre, sinon, donc je te propose de montrer le front-end. Ah, d'accord. Ah, tu penses qu'ils auraient demandé les claquettes ? Ouais. D'accord. Donc, je vais vous montrer le build du front-end. Donc, je reviens. Hop. Je vois que j'ai été déconnecté à nouveau. Je reviens dans mon répertoire. Je vais dans le dossier Streamlit. Et là, alors c'est moi qui ai développé cette petite application-là. En fait, c'est juste pareil, une application Streamlit. Bon, je vais peut-être pas passer sur tous les détails, mais très simplement, en fait, c'est une interface web en fait qui va vous permettre de rentrer votre phrase, d'appeler en tâche de fond le back-end qu'on a déployé et ensuite de voir s'afficher les images. Comme disait Léa la dernière fois, Streamlit, on le croise quasiment partout. Quand on veut rapidement faire un petit front pour un peu montrer notre modèle, comment il se déroule, les data scientists, les développeurs Python qui font de la data science, ils utilisent Streamlit quasiment tout le temps. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que c'est très bien, enfin, pour ceux qui aiment le Python, c'est très bien pour développer très rapidement un petit front-end qui permet de faire ce qu'on veut.
Du coup, bon, je vais essayer peut-être d'aller vite là-dessus, mais en gros, je vous ai déjà à peu près tout montré, hein. Pareil, on a une commande Docker build qui nous permet de build le front-end, et ensuite, on a la même commande Docker push qui nous permet de pousser notre Docker. On est vraiment dans la même logique. Hein. C'est juste qu'on ne fabrique pas un back-end, on fabrique un front-end. Forcément, image, push, tu vas certainement avoir le même run avec apps, avec peut-être des paramètres un peu différents parce qu'on n'est pas sur la même typologie, mais on respecte la même logique. C'est ça. Donc là, j'ai poussé mon image de front-end. Hop, je vais revenir, je vais regarder où il en est. Bon, toujours 0 sur 4. On va continuer d'attendre. Et je vais juste vous montrer OVHAI app get. On va récupérer l'URL qui sera l'URL finale en fait de notre app qui est donc ici. Et ce que je vais faire en fait, c'est que bon déjà, hop, je vais exporter. C'est juste une variable d'environnement pour plus de lisibilité. Du coup, je vais dire en fait cette URL là, ça va être vraiment l'URL à laquelle mon back-end est accessible publiquement. J'exporte juste cette variable d'environnement là. Et derrière, en fait, la commande qui va me permettre de lancer mon front-end, ça va être celle-là. Donc, vous allez reconnaître exactement les mêmes paramètres. Hein. Le fixed scale, que cette fois, j'ai choisi de mettre à 1, parce qu'au final, c'est juste, voilà, ça va juste servir du front, ça va pas changer grand-chose. CPU, pareil, j'ai pas besoin d'agir sur des GPU. On va sauver des bébés phoques. C'est ça. Unsecure HTTP, pareil pour que vous ayez publiquement accès. Le port, c'est un port différent de la première fois, mais c'est le port 8501. Et voilà, là j'indique juste en tant que variable d'environnement, j'indique mon backend URL. Comme ça, vous verrez qu'en fait, dans le front-end, ce backend URL-là sera directement disponible et vous n'aurez pas à le changer vous-même. Et je lance. Eh ben parfait. Alors vous voyez que ma deuxième app, elle s'est quasiment lancée instantanément. Du coup, avant de vous montrer le résultat final, je vais juste vous montrer l'API qui a été déployée. Pendant que tu vas chercher l'info, ouais. Là, hein, je résume, on a construit donc un back-end à partir d'un modèle existant. On a exposé ce back-end qui puisse être consommé par un front-end. Ce front-end, pareil, on a fait une app parce que tant qu'à faire, autant en profiter. Tu parles du scaling, mais voilà, il y a tout ce qui est scaling, tout ce qui est redémarrage sur défaut, etc., qui est super important. Je fais le parallèle par rapport à ce qu'on faisait avec les jobs, qui est différent. Donc là, avec apps, on a ça. Là, du coup, maintenant, on va pouvoir commencer à vraiment voir comment se comportent nos deux briques, front et back, pour notre démo. C'est ça. Si je résume. C'est ça. J'ai tout compris, c'est cool. Donc là, ce que j'ai juste fait, bon, c'est un petit outil que j'utilise qui s'appelle Insomnia. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on peut faire la même chose avec Postman ou avec curl. Hein. Enfin, ça nous permet juste d'exécuter des calls HTTP. Donc en fait, j'indique juste l'URL donc de backend que j'ai choisi. Peut-être que tu grossis ça. Je ne sais pas si ça marche. Non, ça ne marche pas. Bon, je vais essayer de vous expliquer, de passer vite, mais en gros, non, j'arrive pas à zoomer. Donc en fait, là, la seule chose que je fais, c'est que donc j'ai indiqué l'URL et je sais que le pass sur lequel je peux utiliser mon appel HTTP, c'est le pass /DALI. Et en fait, je passe en paramètre en tout cas un JSON contenant 2 attributs. Le premier qui est mon texte. Bon, juste pour des besoins de test, j'ai demandé la génération d'une image d'un arbre. C'est simple. Et le nombre d'images que je veux. Et donc, en fait, en cliquant sur Send, normalement, ça va prendre un petit peu de temps et c'est censé me rendre, voilà, un résultat. Donc, en fait, mon API, elle a bien fonctionné. D'ailleurs, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais si je clique directement sur l'URL de mon app dans mon navigateur, je retrouve, j'ai bien une réponse. C'est le health check dont on parlait tout à l'heure, voilà. Et donc là, on a bien reçu une génération d'images. Bon, on reconnaît bien l'arbre, d'ailleurs. Oui, moi, je l'ai tout de suite vu. Enfin, c'était assez flagrant. Bon, bien évidemment, le problème, c'est que l'app, elle génère des images qui sont pour l'instant en base 64. C'est vrai que la semaine dernière, j'avais dit que je ferais une petite PR sur le repo de la personne pour proposer justement du multipart ou en tout cas quelque chose comme ça qui nous permettrait d'avoir un peu moins de trafic réseau. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire, mais pour l'instant, en tout cas, il faut faire avec, c'est comme ça. Mais en tout cas, tout fonctionne. Du coup, on n'a plus qu'à aller voir le résultat de notre front-end. Et donc, cette fois,
je vais demander à avoir l'URL de mon front-end qui se trouve ici. D'ailleurs, on voit bien la logique, hein, chaque fois que tu utilises la CLI, on a vraiment la logique de construction de là, quand on veut, là, on veut un truc, on veut ls, on veut une info, on veut, etc. C'est assez intuitif. Hein. C'est ça. Donc voilà le front-end Ouh. qu'on va vous partager. Bon, c'est assez minimaliste, hein, mais voilà, le but c'est juste de faire une démo. Et bon, je vais juste commencer très simple. Hein, voilà, hein, on revient sur l'exemple de l'arbre. Donc on attend un petit peu. Vous voyez que, enfin, même on a déployé 8 GPU au total, mais sauf que ma requête HTTP, en fait, du coup, elle arrive sur une machine. Ouais, du coup, au moment où elle arrive, elle peut en utiliser 2. Voilà. Même avec 2 GPU, ça prend quand même un peu de temps quand même. Hein. C'est ça. En fait, si j'avais juste demandé 2 ici, ça aurait peut-être. Enfin, en fait, souvent, il arrive à paralléliser. Ah, là, je lui en ai demandé 4. Du coup, il l'a fait 2 fois. Enfin, bon. En tout cas, on voit que ça a plutôt fonctionné. Et en fait, partant de là, bon, on peut faire les mêmes tests que ceux que vous pouvez vous trouver sur le Reddit. Moi, je vais vous montrer juste un exemple que j'aime bien et que je trouve ça, mine de rien, assez impressionnant. En fait, je lui demande, allez, on va être fou, on va lui demander 8. Mais en gros, je demande un tableau d'un koala tenant une bière sur un jeu d'échecs, le tout dans le style de Van Gogh. Challenge accepté. Peut-être un peu complexe, mais en fait, après, j'ai fait plein de tests, hein, je me suis bien amusé, on va dire, avec l'API. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, c'est pas forcément les phrases les plus simples qui génèrent des résultats très impressionnants. Ouais. Par contre, dès qu'on commence à rajouter de la complexité dans la phrase en disant ouais, je veux ça. On se rend compte vraiment des 2 étapes, c'est-à-dire qu'il interprète vraiment la phrase et derrière, il est capable de générer ce style de résultat. Voilà. C'est plutôt hyper bluffant. Comme la première fois que tu m'as fait la démo, c'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur le fait de. Alors, il y a de l'apprentissage, donc du coup, il a été chercher des images, etc. Mais il y a une vraie intelligence vraiment dans la pure définition de dire je suis capable de comprendre ce que tu m'as demandé et en plus, je suis capable de te le construire. Donc, c'est quand même assez bluffant. Quoi. C'est ça, ouais. Et en fait, on s'aperçoit sur Internet que il y a toute une sorte de communauté qui est en train de grossir autour de ce qu'on appelle un peu l'art digital. Et en fait, c'est le fait de demander à des IA de générer un peu des images. Justement, j'en profite. On en a parlé tous les deux, on n'a pas la réponse, je crois. Mais une vraie question va se poser, c'est mais à qui appartiennent ces images du coup ? Est-ce qu'elles appartiennent aux gens qui ont créé le modèle ? Est-ce qu'elles appartiennent aux gens qui ont développé l'app qui utilise le modèle, à l'hébergeur ? En fait, je pense que dans les années à venir, côté IA, il va y avoir plein de choses comme ça où on va se poser des questions, de se dire, OK, super, cette image-là, elle n'existait pas, mais elle a quand même été créée par quelque chose. Et donc, ce quelque chose, normalement, est le propriétaire de l'image. Je ne crois pas qu'on ait la réponse, mais pour l'instant, c'est un vide juridique total. Donc, on ne sait pas à qui appartiennent ces images. Quand on lit des threads sur le sujet, bon, il y a beaucoup de gens qui disent que ça va finir sûrement dans l'espace public parce que, ça n'a pas de sens que ça appartienne à celui qui héberge le modèle, ça n'a pas de sens que ça appartienne à celui qui a développé le modèle, ni à celui qui a écrit le prompt. Mais bon, après, on ne sait pas, hein, on verra ce que. Là, c'est d'un point de vue légal. Qu'est-ce qui va se décider ? Les voitures autonomes, c'est pareil, la responsabilité en cas d'accident. On arrive un peu à toutes ces choses-là qui sont particulières. Est-ce qu'on ne partagerait pas l'URL dans le chat pour que s'il y en a qui ont envie de jouer avec, vous puissiez. Si, on va vous partager l'URL. Du coup, est-ce qu'on peut juste offusquer hop. Une demande de commercial sur la planète végétale. Tac. Donc, j'ai partagé l'image dans notre private chat. Je ne sais pas si peut-être qu'on peut la... Je vais la remettre sur... devant vos yeux ébahis. Hop, c'est partagé. Donc, du coup, tu peux continuer pendant que les gens vont pouvoir s'amuser un petit peu. Ouais, et du coup, on arrive bientôt à la fin de cette démo. Voilà, n'hésitez pas à tester l'app par vous-même. Et voilà, juste avant de terminer, en fait, on va vous montrer justement une des dernières choses. Mais si vous vous souvenez bien, au tout début, j'avais demandé un volume en fait sur mon back-end, pas pour pouvoir vous observer, hein, mais plus pour qu'on puisse ça y est, là, on était dans un truc IA, Big Brother, tout. C'est ça. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais démarrer un notebook en fait, et on va pouvoir aller voir quels sont les résultats de ce que vous avez choisi de lui demander. Donc pour ça, en fait, une commande très simple. Hein. Donc là, oui, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, sinon, alors
les replays, on est en cours de les publier pour que vous puissiez les regarder, parce que je crois que normalement, certains replays des émissions passées, vous n'y avez pas accès, donc vous pourrez les regarder après. Mais en fait, là, ce que fait Maël, il refait ce qu'on avait fait avec Ella sur le notebook, donc c'est pour ça qu'on ne va pas dans le détail. Je vous laisserai aller voir le replay qui explique pendant 1 heure comment on fait un notebook, mais l'idée, c'est on a pris un notebook parce que c'était visuel. Au final, ça nous permettait visuellement de se rendre compte de ça. C'est ça. Donc là, vous voyez juste la commande très simple que j'ai lancée. Le notebook, vous n'y aurez pas justement accès du fait que cette fois, j'ai pas mis le unsecure HTTP, mais nous, on va pouvoir vous partager. Et en fait, la seule spécificité, c'est que j'ai demandé à ce que mon notebook soit branché sur le même volume que mon app, justement pour que je puisse voir en direct sur le notebook ce qui se passe. Tiens, ça fonctionne. Il y a quelqu'un pour qui ça a fonctionné. C'est déjà pas mal. C'est bien. Donc, j'ouvre le notebook. Donc, normalement, tu devrais voir autre chose que juste ton koala. Et mon arbre. Et ton arbre. Donc, je vais dans Dali Output. Oula, je vois que vous avez déjà… J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop les motiver, en fait, tu vois, pour essayer des trucs. Stéphane Philippard faisant des claquettes sous la pluie. Ah, ça, je suis preneur. Je suis preneur de voir le résultat. Je pense que ça ne va pas faire grand-chose. Non, alors, bon, je connais pas encore le résultat. Je vais le découvrir en même temps que vous. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on va commencer à vouloir à identifier des personnes ou des visages, en fait, souvent, c'est là que le modèle commence à pas être très performant. Par exemple, quand on met Donald Trump, on reconnaît vaguement en fait la silhouette de Donald Trump, mais le visage, il est un peu bizarre. Ouais, très. Non, je troll pas. Non. Ok, pas de troll. Enfin bon, on va quand même aller regarder. Hein. Je crains le pire. Donc on a une personne en effet sous la pluie. Hein. Après, est-ce qu'elle fait des claquettes ou est-ce que c'est Stéphane? Je suis pas sûr. Ouais, peut-être toi petit. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ça va. Je suis pas encore trop connu par les modèles d'IA. Ok. Donc là, on voit quoi. Bon, de toute façon, vous pouvez tester. Alors, on ne laissera pas indéfiniment les GPU lancés et l'application accessible. On l'éteindra certainement un peu après le Twitch. De toute façon, tout ce que tu as montré est sur le GitHub. Donc, au même endroit, il y avait un répertoire pour le live 1, 2, et là, on est sur le 3. Ouais. Est-ce que tu voulais, là, sur ce que tu avais montré, tu voulais pas nous montrer à un moment donné la partie graph, si ça avait un sens ou pas, les infos, en fait, sur, tu sais, le Grafana ou… on peut vous montrer ça. Comme on a 2-3 minutes, c'était pour… Ouais, bien vu. En fait, donc je reviens sur mes apps. Donc c'est celle-ci. Après, c'est déjà le cas, en fait, pour ceux qui connaissent notre service AI Training qui lance des jobs. On a à disposition une monitoring URL. Et en fait, quand on clique dessus, oula, on se retrouve avec un Grafana. Alors, je vois que vous utilisez beaucoup en tout cas, pour l'instant… on est en train de mettre par terre les GPU. Voilà, on voit en tout cas, on voit l'usage de la plateforme et voilà, on voit très bien que là, les GPU sont à 100%, de capacité. Donc, écoutez, c'est que ça vous plaît. Enfin, en tout cas, c'est que vous testez. Je sais pas si ça fonctionne bien. On m'a dit dans l'oreillette que pour l'instant, il y avait des premiers tours positifs. Donc, écoutez, c'est. Oui, et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des remarques. Alors, effectivement, on avait constaté qu'en anglais, ça marchait mieux. Ouais. C'est pas dit que ça marche pas en français. Mais normalement, en anglais, ça marche mieux. Mais là, il y a des cas où en français, ça passe bien aussi. Mais effectivement, en anglais, ça a l'air d'être plus… Ouais, de manière générale, il faut mieux… Enfin, si on veut avoir des résultats probants, il faut mieux le faire en anglais. Ouais. Je saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais je suppose que c'est que le modèle de base s'est entraîné sur des phrases en anglais. Donc forcément, ça fonctionne mieux avec de l'anglais. On arrive sur la fin. Il y en a pas mal qui jouent. Je vais juste résumer. Si vous avez des questions, alors il y en a peut-être qui sont passées, je suis désolé si je ne les ai pas vues. J'ai essayé de voir en parallèle le chat. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu des questions que je n'aurais pas vues, mais n'hésitez pas à les remettre et on essaiera d'y répondre. Donc en résumé, notre objectif avec Maël était vraiment de vous montrer notre AI Apps, mais de manière très ludique. Et Minidali, pour nous, c'était vraiment l'occasion. Donc du coup, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a convaincu. N'hésitez pas à aller essayer AI Apps Notebook Training. Vous avez le voucher qui vous permet de jouer avec ça. C'est vraiment très simple.
N'hésitez pas d'aller sur le Discord pour dire ce que vous en pensez, ce que vous avez aussi pensé du live. Ça nous permettra aussi de nous améliorer. Si je résume un petit peu sur les Twitch, là, on vient de faire donc 3 Twitch côté intelligence artificielle. Vraiment, l'idée était de démystifier un peu tout ça et de vous montrer tout ce qu'on savait faire. Je pense qu'on y est bien arrivé. On fait une pause estivale. On reprend les Twitch dernière semaine d'août, où notamment on va basculer côté base de données je suis en train de chercher en parallèle la date pour ne pas dire de bêtises, c'est le 29 de mémoire. Le 25, pardon, le 25 août, où là, on reprend côté base de données pour montrer un peu toutes les nouveautés. Il y a plein de nouveautés qui sont arrivées. Donc, on refera un live pour vous présenter tout ça. Et puis, on vous prépare plein de surprises. Dans le côté IA aussi, on refera des Twitch pour vous montrer un peu toutes les nouveautés qu'on apporte, parce qu'il y a énormément de choses. Tu nous en as montré une là aujourd'hui, Maël, mais il y en a aussi plein d'autres. Je regarde rapidement si on a des questions ou si c'est... Bon, je pense que les gens jouent beaucoup avec. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant potentiellement qu'on se quitte ou Ouais, peut-être, très très rapidement, mais du coup, j'ai commencé à m'intéresser au sujet là de la génération d'images il y a 2 semaines, quand j'étais à la recherche justement d'un cas d'usage, pour vous montrer comment est-ce qu'on déployait des apps. Et en fait, depuis, je me suis pas passionné pour le sujet, mais c'est vrai que ça m'a pris pas mal de soirées où j'ai essayé de chercher un peu, de fouiller, de comprendre. Et comme je le disais juste un peu avant, il y a des trucs assez fous qui se passent dans ce domaine-là en ce moment, et notamment des IA qui sont capables de générer, comme je disais, un peu presque de l'art, quoi. Et donc on peut peut-être finir là-dessus, mais je vais vous partager juste donc une image que j'ai pas faite avec DALL-E, donc ce sera peut-être un teasing pour pourquoi pas une prochaine session Twitch. Mais tac, on va essayer par exemple celle-là. En gros, voilà l'exemple, donc avec une autre IA de ce que j'ai pu générer. Et si vous voulez, donc le prompt, en tout cas la phrase que j'avais demandé à l'époque pour générer ça, c'était donc toujours en anglais, mais c'était en gros un château entouré par des eaux colorées et une nature verdoyante. Voilà, plutôt joli. Et donc voilà, il m'a sorti cette chose-là. Donc je sais pas si vous êtes sensible à l'art ou quoi que ce soit, mais quand j'ai vu ça, moi j'ai trouvé ça assez bluffant. C'est assez bluffant. Donc voilà, je voulais terminer peut-être là-dessus. Une belle fermeture. Je voulais vraiment te remercier, Maël, parce que effectivement, on t'a dit tiens, tu pourrais pas nous raconter un truc, ce serait sympa, et tu nous as fait une super démo. Vous remerciez toutes et tous d'avoir joué le jeu, de venir nous voir, d'avoir essayé. N'hésitez pas à vraiment essayer nos produits, à nous faire des retours. On est hyper preneurs côté IA pour s'améliorer. Je vous dis à bientôt, très bonnes vacances, prenez soin de vous, et puis on se retrouve tout fin août avec une nouvelle émission. Maël, encore merci, et je t'en prie. à bientôt. À bientôt. Ciao, bonne journée à vous.